Tout le monde a la même image en tête. Une robe rose qui scintille sous les projecteurs. Un sourire doux, presque éternel. Un panda géant qui danse. Un lapin qui saute. Et cette voix qui, pendant des décennies, a rassuré des enfants qui ne savaient même pas encore nommer leur peur. Chantal Goya, c'était la fée officielle de l'enfance française. Sauf que voilà le paradoxe, celui qui glace un peu quand on le regarde bien en face. Plus elle fabriquait du bonheur pour les autres, plus elle s'enfermait elle-même dans une cage de velours. Et aujourd'hui, à 83 ans, elle finit par l'admettre. Pas avec colère. Pas avec scandale. Plutôt avec cette fatigue calme, celle des gens qui ont trop porté, trop longtemps, le rôle qu'on leur a donné. Parce que derrière la fée, il y a une femme. Derrière la fée, il y a une enfant qui a connu la peur bien avant de chanter la magie. Et si, en regardant son histoire jusqu'au bout, vous comprenez enfin ce que nous soupçonnions tous, alors vous ne réécouterez plus jamais un lapin de la même manière. Alors, restez là. Parce que dans quelques minutes, on va passer une porte que Chantal a gardée fermée pendant un demi-siècle, et ce qu'on y trouve, ce n'est pas du rose pastel. C'est du silence, du chagrin, de la pression, et une forme de solitude que personne ne soupçonne chez une femme applaudie par des salles entières. Et juste avant de plonger, faites un petit geste simple. Si ces histoires vous touchent, si elles réveillent votre mémoire, laissez un j'aime. Pas pour l'algorithme, pour montrer qu'on n'oublie pas les artistes qui ont bercé nos vies. Parce que Chantal Goya n'est pas née dans la douceur. Elle naît le 10 juin 1942 à Saïgon, en Indochine française. Rien que ces mots, déjà, portent une tension. Saïgon. La guerre mondiale. Les empires qui tremblent. Les familles européennes qui vivent loin de la métropole, dans un monde qui peut basculer d'un jour à l'autre. Imaginez la scène. Un bébé qui vient au monde dans une ville où l'air lui-même ressemble à une rumeur. Une chaleur lourde. Des bruits au loin. Des adultes qui parlent bas. Une époque où les décisions ne se prennent pas avec le cœur mais avec la peur. Elle s'appelle Chantal de Guerre. Un nom qui, sans le vouloir, sonne comme une prédiction. La guerre, la vraie, et puis plus tard, la guerre intérieure. Elle est l'aînée d'une fratrie, et très tôt, sa vie ressemble à ces photos anciennes où tout paraît calme, alors qu'on sait, nous, qu'il y a toujours quelque chose de cassé derrière le décor. La famille quitte l'Indochine en 1946. Chantal n'a que 4 ans. 4 ans, c'est l'âge où l'on se souvient de choses floues, une odeur, un bruit de valise, un visage qui se crispe, un départ qui n'est pas une aventure mais une fuite. Il s'installe dans les Vosges. La France d'après-guerre n'a rien d'une carte postale. C'est un pays qui se reconstruit, qui serre les dents, qui apprend à survivre sans faire de bruit. Et Chantal, elle, apprend vite une règle non écrite, on ne se plaint pas. On tient. On se tient. C'est là que se fabrique la première fêlure. Parce que l'enfant sensible qu'elle est, l'enfant qui observe tout, qui sent tout, comprend très tôt qu'elle ne doit pas prendre trop de place. Pas trop de caprices. Pas trop d'émotions. Pas trop de bruit. Alors elle devient une spécialiste de l'effacement. Vous voyez le paradoxe? La future femme qui remplira des salles entières, apprend d'abord à devenir invisible. À l'école, elle n'est pas la plus bruyante. Elle n'est pas celle qui fait rire la classe. Elle est celle qui regarde. Celle qui note dans sa tête. Celle qui préfère les mots à la lumière. Et ça, c'est essentiel pour comprendre la suite. Chantal n'a pas, au départ, ce désir dévorant d'être une star. Elle n'a pas cette faim de caméra. Elle a autre chose. Une envie de raconter. D'écrire. De comprendre le monde sans forcément être au centre. On l'imagine mal aujourd'hui, avec ses costumes et ses mascottes, mais à l'adolescence, son univers intérieur n'est pas forcément rose. Il est curieux, sérieux, un peu mélancolique. Elle part même à l'étranger, en Angleterre, comme jeune fille au pair. Là-bas, elle se reconstruit autrement. Elle apprend une autre discipline, celle du décalage. Être française ailleurs, c'est apprendre à se regarder soi-même de l'extérieur. Et quand elle revient, elle entre dans le Paris des années 60, une époque qui bouillonne. Mais attention, le Paris des années 60, ce n'est pas seulement la fête. C'est aussi une ville pleine de tensions, de révoltes, d'artistes qui se cherchent, de jeunes gens qui veulent casser les codes. Et Chantal, au milieu de ce tumulte, reste. Chantal. Discrète. Observatrice. Un peu à côté. C'est à ce moment-là que le destin arrive sous la forme la plus dangereuse, une rencontre. Jean-Jacques Debout. Lui, c'est l'inverse d'elle. Un homme de musique, de scène, de tempérament. Un homme qui a déjà un pied dans le monde du spectacle, qui a déjà cette énergie de créateur. Ils se croisent, ils se parlent, et quelque chose se passe. Vous savez, certaines rencontres n'ont rien de romantique au départ. Ce sont des collisions. Jean-Jacques voit en elle une image. Une couleur. Une présence rare. Une douceur qui peut devenir un personnage. Et Chantal, elle, voit en lui, quelqu'un qui s'est décidé.
Quelqu'un qui sait pousser. Quelqu'un qui peut ouvrir des portes qu'elle n'oserait jamais pousser seule. Le problème, c'est que quand quelqu'un ouvre une porte pour vous, il choisit souvent la pièce dans laquelle vous allez vivre. Et c'est là que Chantal va se retrouver à jouer une vie qu'elle n'avait pas prévue. Au milieu des années 60, elle commence à apparaître dans le cinéma. Et pas n'importe où. Elle se retrouve dans un film de la nouvelle vague, un cinéma qui n'a rien de confortable, rien de gentil. Le tournage, les regards, les silences, l'intellectualisme, le jugement, pour une jeune femme timide, c'est une mise à nu. Et pourtant, paradoxalement, cette timidité devient sa force. Elle a une authenticité. Une fragilité vraie. Une manière d'être là sans jouer trop fort. Mais ce que ça lui donne, aussi, c'est une prise de conscience. Être regardé, c'est violent. On croit que la célébrité, c'est être aimé. Souvent, c'est surtout être disséqué. Et pendant que le public commence à mettre un nom sur son visage, sa vie personnelle, elle, se construit. Elle épouse Jean-Jacques Debout en 1966. Ils auront 2 enfants, Jean-Paul et Clarisse. Et là, on arrive à un détail qui dit beaucoup sur leur couple. Pendant que le monde imagine un duo fusionnel, romantique, conte de fées, eux apprennent à survivre dans un rythme impossible. Lui vit la nuit, dort peu, a l'esprit en ébullition. Elle, au contraire, a besoin de calme, de sommeil, de silence. Alors, très tôt, ils adoptent une règle simple, presque choquante pour certains, chacun sa chambre. Ce n'est pas un signe de distance. C'est un signe de lucidité. Une manière de dire, pour durer, il faut respirer. Et ça, déjà, raconte toute l'histoire de Chantal, une femme qui ne fait pas du bruit, mais qui organise. Qui tient. Qui trouve des solutions. Le destin, pourtant, ne lui laisse pas le temps de choisir tranquillement sa place. Parce qu'en 1975, une soirée va tout changer. Une émission télévisée. Un direct. Un imprévu. Ce soir-là, une immense star devait apparaître. Et au dernier moment, elle annule. Maladie. Grippe. Panique en coulisses. Et là, dans l'urgence, on cherche une remplaçante. Vous imaginez le stress? Les techniciens qui courent, les producteurs qui transpirent, les minutes qui filent. Et au milieu de cette tempête, une femme qui n'aime pas être sous les projecteurs. Chantal. Jean-Jacques écrit en urgence une chanson. Une chanson simple. Douce. Une mélodie qui ne cherche pas à briller mais à toucher. Chantal monte sur scène et chante Adieu les jolis foulards. Et là, le miracle. Mais pas le miracle Disney. Le miracle brut, celui où un pays entier reconnaît, en une voix, quelque chose qu'il cherchait sans le savoir. Le standard de la télévision se retrouve saturé. Des parents appellent. Des gens pleurent. Les salons s'arrêtent. Chantal n'a pas le glamour provocateur d'une icône. Elle n'a pas la distance froide d'une diva. Elle a un truc rare, une chaleur. Et la France, à ce moment-là, a besoin de chaleur. Le pays sort des décennies de bouleversements. Les familles changent. Le monde se modernise vite. Les enfants grandissent devant une télévision qui devient la nouvelle cheminée du foyer. Et Chantal arrive comme une présence maternelle, presque intemporelle. À partir de là, tout s'accélère. Contrat. Disque. Album. Télévision. Et surtout, un basculement d'identité. Parce qu'au début, Chantal chante comme une chanteuse. Puis, très vite, elle devient autre chose, une figure de l'enfance. Et ça a l'air merveilleux, jusqu'à ce qu'on comprenne ce que ça implique. Quand on devient l'idole des enfants, on n'a plus le droit de vieillir. Plus le droit d'être triste. Plus le droit d'être complexe. On doit rester une promesse. Et Chantal, qui a passé son enfance à s'effacer, se retrouve à devoir être un personnage permanent. Elle sort un univers. Des chansons comme Bécassine, Pandi Panda, Monsieur le Chat Botté, Allons chanter avec Mickey, Un lapin, deviennent des hymnes. Et ce n'est pas seulement la musique. C'est le théâtre. Les costumes. Les décors. Les personnages. Des marionnettes géantes, des couleurs, des peluches. Un monde fabriqué pour que l'enfant se sente en sécurité. Mais voilà la question qui change tout. Qui protège la femme qui protège les enfants? Pendant que les salles se remplissent, pendant que les parents sourient en voyant leurs petits chanter. Chantal commence à disparaître derrière sa propre création. Et ce n'est pas une métaphore. C'est un mécanisme psychologique très réel. Quand vous jouez un rôle assez longtemps, votre cerveau finit par confondre l'obligation et l'identité. Et quand toute la société vous récompense pour ce rôle, vous avez peur de l'enlever. Parce qu'en l'enlevant, vous risquez de ne plus être aimé. Vous imaginez cette prison? Être adoré par des millions, mais seulement à condition de rester une fée. C'est là que la dualité se met en place, définitivement. L'image publique, Chantal Goya, la douceur éternelle. La réalité privée, une femme qui porte, qui encaisse, qui se tait. Et à ce moment de l'histoire,
si vous sentez déjà ce nœud dans la gorge, abonnez-vous. Parce qu'on raconte souvent la carrière, mais rarement le prix humain derrière la carrière. Et ce prix, Chantal l'a payé au centime émotionnel près. Les années passent. Les spectacles deviennent gigantesques. Des salles mythiques. Des tournées. Des camions. Des équipes. Des répétitions. Les gens ne voient qu'un décor qui brille. Mais en coulisses, c'est une usine. Des décors lourds. Des costumes qui chauffent. Des journées qui commencent tôt, finissent tard. Chantal passe des heures maquillée, habillée, transformée, pour redevenir un personnage. Et elle doit être parfaite. Un costume qui tombe. Un enfant déçu. Une fatigue qui se voit. Un parent qui s'inquiète. Une pause. Une salle qui attend. Alors elle tient. Elle tient parce qu'elle sait ce que ça représente pour l'enfant. Parce qu'elle se souvient de l'enfant qu'elle a été, celle qui a connu des départs, des tensions, des silences. Elle veut être l'inverse de l'abandon. Mais la vie, elle, ne respecte pas les personnages. La vie vient frapper à la porte, même quand vous portez une robe rose. Et dans l'ombre, un autre drame se prépare, celui du couple. Jean-Jacques Debout n'est pas seulement son mari. Il est le moteur créatif. Le compositeur. Le producteur. Le pilier artistique. Ils sont liés à un point que peu de couples supporteraient, vivre ensemble, travailler ensemble, créer ensemble, vieillir ensemble, sous les yeux du public. Et puis arrive une période où les tempêtes se superposent. D'abord, la pression financière. Produire des spectacles gigantesques coûte une fortune. Les décors, les costumes, les salaires, la logistique, tout ça, c'est un monde de chiffres. Et les chiffres, eux, ne chantent pas. Chantal se retrouve à gérer. À signer. À négocier. À porter sur ses épaules des responsabilités administratives qu'elle n'avait jamais rêvé d'avoir. Et pendant qu'elle s'occupe des contrats, Jean-Jacques s'épuise. Puis, un jour, la maladie tombe. Un cancer de la prostate. Un mot qui arrête le temps. Le traitement, les rendez-vous, la radiothérapie, les couloirs d'hôpital, c'est un autre univers. Un univers froid, sans paillettes, sans décor. Et là, on voit la vraie Chantal. Pas la fée. La femme solide. Elle l'emmène au traitement. Elle organise. Elle tient la maison. Elle tient le spectacle. Elle tient tout. Et il y a un détail bouleversant dans cette période, Jean-Jacques, affaibli, perd confiance. Il sombre. Il se vide. Le créateur qui inventait des mondes de rêve, se retrouve enfermé dans un trou noir. Et Chantal, au lieu de se laisser couler avec lui, le ramène. Elle le ramène avec une force presque brutale, presque drôle, comme si l'humour était le seul moyen de ne pas craquer. Elle le kidnappe symboliquement à la tristesse, elle le ramène à la maison, elle le force à vivre. Vous voyez cette image? La femme qui a passé sa carrière à rassurer les enfants, est en train de rassurer l'homme qui a créé son univers. C'est un renversement total. Et pendant ce temps, Chantal monte sur scène. Toujours. Même quand elle a envie de pleurer. Même quand elle a peur. Même quand elle rentre tard et que la maison est silencieuse. Parce que s'arrêter, ce serait affronter le silence. Et chez Chantal, le silence a toujours été dangereux. Si vous avez déjà connu ça, cette sensation de devoir être fort pour tout le monde, alors dites-le en commentaire. Une phrase suffit. Parce que souvent, on se croit seul à porter. Et on ne l'est pas. Les années avancent. Les enfants grandissent. La France change. Les goûts évoluent. Les médias deviennent plus durs, plus cyniques. Et Chantal, elle, devient une cible facile. On la moque. On la traite d'infantile. On dit que c'est dépassé. Qu'elle vit dans le passé. Mais le public, lui, continue de venir. Parce que ce que Chantal vend, ce n'est pas une tendance. C'est un refuge. Et ce refuge devient, pour beaucoup d'adultes, une machine à remonter le temps. Ils reviennent la voir non pas parce qu'ils sont restés des enfants, mais parce qu'ils ont besoin de retrouver, ne serait-ce qu'une heure, l'époque où tout semblait moins lourd. Chantal Goya devient alors un phénomène étrange, une star pour enfants, dont le public devient adulte. Et dans ce glissement, quelque chose se produit, la nostalgie se transforme en émotion pure. Vous avez déjà vu un adulte pleurer sur une chanson d'enfance? Ce n'est pas la chanson qui le fait pleurer. C'est ce qu'il a perdu entre-temps. Et Chantal, sur scène, voit ses visages. Elle voit ses regards humides. Elle comprend que ce qu'elle représente, dépasse largement elle-même. Sauf que ce poids, justement, la broie. Parce que quand vous êtes un symbole, on vous demande d'être stable. D'être cohérente. D'être irréprochable. Et Chantal, comme tout humain, a aussi ses opinions, ses erreurs, ses maladresses. Elle a soutenu des causes, signé des textes, pris des positions, qui ont déclenché des critiques violentes. On l'a jugée. On l'a caricaturée. On a voulu la ranger dans une case politique, alors qu'elle, intérieurement, se vit surtout comme une femme de famille,
une femme d'ordre, une femme de tradition. Et à chaque polémique, elle fait la même chose, elle se replie. Elle remet le costume. Parce que le costume, c'est sa protection. Mais même le plus beau costume du monde, ne protège pas contre le temps. Et ça, on le voit de manière presque insoutenable quand elle revient sur scène à plus de 80 ans. C'est l'un des moments les plus forts de son histoire. Parce qu'elle ne revient pas pour faire un dernier tour. Elle revient parce qu'elle ne sait pas vivre autrement. Elle entame une tournée anniversaire, puis une nouvelle tournée prévue jusqu'en 2026, comme si elle voulait célébrer 50 ans de carrière, tout en prouvant qu'elle tient encore debout. Et là, le public découvre une vérité que la télévision ne montre pas toujours, le corps. Chantal marche plus lentement. Ses gestes sont plus prudents. Son équilibre est fragile. Et elle ne le cache plus. Elle avoue qu'elle a parfois des problèmes d'équilibre pendant les spectacles, et que, sur scène, ce sont ses personnages qui l'aident. Panda. Lapin. Vous comprenez la puissance symbolique de cette image? Les créations de son monde imaginaire deviennent ses béquilles réelles. La fée est soutenue par ses peluches. C'est beau. Et c'est triste. Parce que c'est le moment où la fantaisie montre ses coutures. Et dans la salle, ce ne sont plus seulement les enfants qui applaudissent. Ce sont des adultes qui essuient discrètement leurs yeux, parce qu'ils voient quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu de voir, le temps, en direct. Et à ce moment précis, je vous le dis doucement, si vous voulez rendre hommage à cette génération d'artistes qui a construit notre mémoire collective, abonnez-vous. Pas pour collectionner des vidéos, pour garder vivant ce fil entre le passé et le présent. Mais l'épreuve ne s'arrête pas à la santé. Parce qu'il y a un autre tabou, encore plus cruel, encore plus humiliant pour une fée, l'argent. On imagine toujours que les stars de cette époque sont à l'abri. Qu'elles ont tout. Qu'elles ont amassé des fortunes. La réalité, souvent, est plus compliquée. Chantal et Jean-Jacques ont connu des difficultés financières lourdes, des tempêtes judiciaires, des dettes qui reviennent comme un boomerang. Il y a eu des condamnations, des affaires de fiscalité, des jugements qui tombent comme des couperets. Et en 2025, la justice condamne le couple à rembourser une somme énorme liée à un prêt. Des millions. Imaginez le contraste. Vous êtes Chantal Goya, symbole d'innocence, de chansons pour enfants, et vous devez affronter des chiffres qui font peur même aux adultes. Des millions, c'est abstrait. Mais c'est aussi très concret, c'est des nuits blanches, des courriers, des avocats, des inquiétudes. Et encore une fois, elle fait ce qu'elle a toujours fait, elle tient. Elle tient sans se plaindre sur scène. Sans venir pleurer devant les caméras. Sans jouer la victime. Et ça, c'est un trait de caractère fascinant chez elle, elle a une forme d'orgueil silencieux. Une solidité héritée de l'enfance. Comme si, depuis Saigon, depuis les départs, depuis la France d'après-guerre, elle avait appris cette règle. Quoi qu'il arrive, tu continues. Et puis, en 2024, il se passe quelque chose d'inattendu, une reconnaissance officielle. Elle reçoit une distinction, une décoration. Un moment public où on lui dit, enfin, ce que vous avez donné aux enfants compte. Ce que vous avez construit a une valeur culturelle. Et on pourrait croire que ça la soulage. Mais là encore, la dualité revient. Parce qu'être décoré, c'est être honoré, mais c'est aussi être figé. On vous met une médaille, et avec la médaille, on vous met une étiquette. Et Chantal, elle, n'a jamais voulu être une statue. Elle veut être une femme. Le symbole le plus poignant de cette période, pourtant, va venir d'un détail presque absurde, presque comique, et en réalité profondément triste. En 2025, elle découvre qu'une partie du costume de Pandi Panda a été volée. La tête du panda. Ça peut sembler anecdotique. Et pourtant, écoutez bien. Chantal ne réagit pas comme une star capricieuse. Elle ne parle pas d'argent. Elle ne parle pas de valeur. Elle parle des enfants. Elle dit que ça lui fait de la peine, au nom des petits, au nom des petits-enfants, au nom de ceux qui attendent ce personnage comme on attend un ami. Et tout à coup, ce vol devient symbolique. Comme si on avait arraché un morceau de son monde. Comme si on avait volé une partie de sa mémoire. Et imaginez l'ironie, une femme qui a passé sa vie à protéger l'innocence, se retrouve, à 83 ans, à demander qu'on lui rende la tête d'un panda, parce qu'elle ne veut pas décevoir les enfants. Vous voyez à quel point cette femme est prisonnière de sa promesse? Et c'est là qu'on arrive à la confession. À ce que nous soupçonnions tous. À ce que Chantal finit par dire, presque à mi-voix, comme une vérité qu'on n'ose pas formuler trop fort. Elle n'était pas née pour ça. Elle n'était pas née pour être un personnage. Elle était une fille qui aimait écrire, observer, raconter, et elle s'est retrouvée à incarner l'idée que tout le monde se faisait du bonheur. Et quand elle a compris qu'elle ne savait pas dire non, il était déjà trop tard. Parce que comment dire non à des enfants qui vous regardent comme une protection? Comment dire, je suis fatigué à une salle pleine de souvenirs? Comment dire, je veux redevenir moi quand le monde entier préfère votre masque? Alors elle a accepté. Elle a continué. Elle a souri. Et parfois, elle a payé ce sourire avec des larmes qu'on ne verra jamais.
Le plus tragique, dans cette histoire, ce n'est pas la maladie. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est même pas les critiques. Le plus tragique, c'est la solitude invisible. Parce que Chantal Goya, sur scène, n'a jamais été seule. Il y avait Panda, Lapin, Marie-Rose, Bécassine, des chorégraphies, des décors. Mais Chantal Goya, femme, a souvent été seule. Seule dans une chambre d'hôtel après les applaudissements. Seule dans le silence d'une maison où l'autre se bat contre la dépression. Seule devant des factures, des courriers, des décisions. Seule devant le miroir, en train d'enlever le maquillage, et de voir une autre personne apparaître, celle qu'elle n'a pas le temps d'être. Et à 83 ans, ce qu'elle admet enfin, c'est que le conte de fées avait un prix. Un prix qu'elle n'a jamais facturé aux autres. Elle a tout donné. Et parfois, elle ne sait plus ce qu'il lui reste. Alors pourquoi continue-t-elle? Pourquoi remonter sur scène, malgré la douleur, malgré l'équilibre fragile, malgré le temps? La réponse est simple, et elle fait mal. Parce que la scène est devenue son refuge. Parce que tant qu'elle chante, elle n'entend pas le silence. Parce que tant qu'elle est Chantal Goya, elle ne risque pas de se retrouver face à Chantal, tout court. Et en même temps, parce que le public a aussi besoin d'elle. C'est une relation étrange, presque intime. Les enfants d'hier reviennent la voir avec leurs propres enfants. Ils lui disent, parfois sans mots, « Tu nous as aidés à traverser quelque chose ». Et Chantal, elle, reçoit ça comme un échange. Comme si, après avoir donné pendant 50 ans, elle recevait enfin quelque chose d'essentiel, la preuve qu'elle a compté. Pas comme une marque. Pas comme un personnage. Comme un être humain. Et si vous avez, vous aussi, un souvenir d'enfance lié à sa voix, prenez une seconde et écrivez-le en commentaire. Une chanson, une image, un moment. Parce que ces souvenirs, ce sont des trésors, et ils prennent encore plus de valeur quand on les partage. Il y a une dernière chose qu'on doit comprendre pour refermer ce portrait. Chantal Goya est souvent réduite à une caricature, la chanteuse pour enfants. La robe rose. Le monde de peluche. Mais son histoire, en réalité, raconte quelque chose d'universel. Ce qui arrive quand une personne devient l'écran sur lequel tout un pays projette son besoin de douceur. Ce qui arrive quand on vous aime pour une version de vous, et que cette version finit par vous étouffer. Ce qui arrive quand votre bonté devient une obligation. À 83 ans, Chantal ne demande pas qu'on la plaigne. Elle demande qu'on la voie. Qu'on voit la petite fille née loin, qui a traversé les départs. Qu'on voit la femme qui a porté une famille, un couple, un empire de spectacle. Qu'on voit l'artiste qui a encaissé les moqueries, les polémiques, les difficultés. Qu'on voit la personne derrière la fée. Et peut-être que la vraie révélation, au fond, ce n'est pas un secret scandaleux. C'est une vérité plus simple, plus bouleversante. Chantal Goya n'a jamais été parfaite. Elle a été courageuse. Courageuse de sourire quand tout tremblait. Courageuse de continuer quand le corps disait stop. Courageuse de rester debout quand l'équilibre se perd. Et si son histoire vous a touché, faites un dernier geste, laissez un j'aime et abonnez-vous. C'est un petit clic, oui, mais c'est aussi une manière de dire, on n'oublie pas. On écoute. On respecte. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Quand vous pensez à Chantal Goya, qu'est-ce qui revient en premier? Une chanson? Un personnage? Un souvenir précis, une odeur de salon, un soir d'hiver, une cassette usée, une voix qui remplissait la pièce? Dites-le en commentaire. Parce que parfois, la vraie magie, ce n'est pas sur scène. C'est dans la mémoire des gens. Et la prochaine fois, on ira encore plus loin, avec une autre star que vous pensiez connaître, et dont la vérité, elle aussi, a longtemps été cachée derrière un sourire.